Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Pour un moment de pur divertissement, en espérant que mon son ne va pas couper sans que je m'en rende compte, comme je l'ai fait sur ma prise précédente, où je me rends compte au bout de 25 minutes que je parle tout seul et qu'il n'y a pas de micro. Et mince, non, là ça fonctionne, donc on peut y aller. Mon top 10 auteur de jeux de société, ça va dans la continuité de mon top 50 de jeux de société All Time of the World. On est un peu dans le même délire. Bon, ce qui est bien avec ce top 10 auteurs de jeux de société, c'est que c'est quelque chose d'assez peu courant au final, vous en conviendrez. La plupart du temps, on voit des top jeux dans tous les sens. Les top auteurs, c'est nettement plus rare, hein. J'en ai jamais vu. Pour ma part, j'en ai jamais vu. Alors, je sais pas si d'autres ont déjà tenté l'expérience avant. Je sais pas, je regarde assez peu les autres chaînes. Tout ce que je fais, c'est traquer les chaînes où des chats miaulent pour qu'on leur ouvre la porte, mais pas. Je regarde pas tant de chaînes que ça. Et donc le critère, j'ai pas 36 000 critères pour établir mon top, alors attention, toujours pareil, un top, c'est subjectif, donc ne me retombez pas dessus si je cite des noms qui vous parlent pas plus que ça, mal, hein, c'est ce qui me plaît moi, on va pas forcément avoir les mêmes goûts, c'est logique. Alors, faut le prendre de toute façon de manière légère, vous me connaissez maintenant, je fais jamais de vidéos où je me prends au sérieux, ça se saurait. Donc top 10 auteurs de jeux de société, mon critère c'est vraiment, j'entends le nom, bah, ça me fait vibrer. J'entends le nom, soit ça remue ma corde sensible, soit ça me fait lever une oreille, voire deux, voire la troisième que vous voyez pas qui est cachée sous ma tignasse. Voilà pour les critères. Et puis, les amis, merci pour les soutiens. Aurel, Laymade, The Holiday qui arrive sur Twitch. Enfin, Aurel était déjà passé sur Twitch, mais Laymade et The Holiday, nouveau sur Twitch, en soutien. Merci beaucoup. Et Hellfire, toujours on fire ce Hellfire. C'est vraiment le véritable serial tipper. Et on l'arrête plus. C'est incroyable. On l'arrête plus. Merci beaucoup. Bon, on s'y met. Top 10. Je revérifie. Le micro tourne. Allons-y. Hop, Uwe Rosenberg en numéro 10. Eh oui, j'avais parlé de cordes sensibles dans ma présentation de thème là. Donc ouais, Uwe Rosenberg, est-ce qu'il faut le présenter encore? Agricola. Voilà, c'est vraiment la grande porte d'entrée dans le jeu de société en ce qui me concerne. Donc Agricola, ça restera un jeu qui aura une place particulière. Et donc, au même titre, son auteur aura toujours une place particulière dans mon petit cœur de joueur. Alors oui, avant d'aller un petit peu plus loin, l'illustration doit venir de BGG, je crois. Donc j'ai essayé de prendre au mieux les illustrations des auteurs sur BGG, les illustrations qu'ils utilisent eux-mêmes pour leur compte Board Game Geek. Et parfois, c'est plutôt des illustrations de MyLudo. Et MyLudo, d'ailleurs, là, ce qui est ici, là, les encadrés, les jeux que je vais vous faire défiler, ça vient aussi de MyLudo. Hein, c'est directement sur la page MyLudo. Donc Uwe Rosenberg, allemand de son état. Alors attention, ne le confondez pas avec Rosenberg, hein, qui est pas du tout la même personne. Non, Uwe Rosenberg, je suis désolé, j'étais obligé de faire la blague. J'étais obligé. Une minute de silence pour cette blague vraiment douteuse. Allez, j'arrête les bêtises. On est sérieux parce que le jeu c'est sérieux, hein. C'est sérieux le jeu. Bon bref, alors Agricola, j'en parle pas plus, parce qu'Agricola, j'en ai déjà parlé dans plusieurs autres vidéos. Mon petit cœur de joueur, etc. Il n'a pas fait que ça, hein. Il y a quand même une liste de jeux qu'il a créé. Bon, là, il y a beaucoup d'Agricola, parce qu'il y a des extensions dans tous les sens, des machins, des decks. Et Port de Leyang, j'ai l'histoire un peu bizarre avec. Alors moi, c'est pas celui que je cherche, c'est Bonanza, là, le petit jeu avec les... On voit pas ma souris? Non, on voit pas bien, hein. Un petit jeu où on essaie de marchander des haricots, des choses comme ça, et des haricots avec des noms bizarres. À vrai dire, je me souviens pas trop des règles. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, et ça me rappelle les bons souvenirs avec une copine de l'époque. On y jouait pas mal. C'était des bons moments. Si je les trouve pas, je vais vous les citer quand même. Il y a eu Patchwork. J'ai pas mal joué avec Céline sur Patchwork à l'époque où on n'avait pas encore les deux petits. Le Havre, Le Havre et les routes du Ver. La route du Ver. La route du Ver, vraiment un jeu vraiment sympa. Le Havre, pareil, super jeu. Pas mal joué aussi à Le Havre. Alors les versions 2 joueurs, là, je suis un peu moins fan d'Agricola et Le Havre version 2 joueurs. Mais bon, ça reste quand même des très bons jeux. Et le reste, Aurate Labora.
un peu moins aimé Aurette Labora. Alors c'est marrant, il a toujours le chic pour essayer de recycler un petit peu ses idées, mais ça, après c'est normal, c'est la patte de l'auteur, je pense que c'est assez logique, on en reparlera un peu plus tard, parce qu'il y a un auteur qui... On en parlera, j'en dis pas plus. Pour moi, Uwe Rosenberg, il mérite sa place dans le top 10, même si, certes, ok, j'ai moins d'attentes maintenant vis-à-vis de ces jeux, enfin, j'y joue plus vraiment, j'ai plutôt des envies d'autre chose, mais c'est un petit peu logique avec le temps. Malgré tout, il gardera toujours une place dans mon petit cœur de joueur. Voilà. Allez, suivant. Le numéro 9 de cette sélection, ce top 10 auteurs de jeux de société, Isaac Childress, je sais pas trop comment ça se prononce, donc on va simplement résumer à Isaac pour cette vidéo. Et donc notre auteur de Gloomhaven, c'est jamais que je le dis à chaque fois que je présente, mais c'est le top 1 sur Board Game Geek, le site, le plus gros site communautaire qui traite du jeu de société. Et donc top 1, c'est le number one hein, de tous les votes qui ont été donnés sur les jeux. Et depuis un petit moment maintenant, ça fait déjà plusieurs années, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Et le pire dans tout ça, c'est que son petit bébé, là, les mâchoires du lion, le bébé requin, enfin bébé lion, papa, là. Ah, bébé lion, il est déjà 4 ou 3, je crois, dans BGG. Enfin, il est en train de rattraper son grand frère. Et, vous allez voir quand Frosthaven va arriver, ça va faire aussi. Ça serait même pas étonnant que le Isaac, il trust le top 3 et tout seul, avec 3 jeux, parce qu'il n'a pas fait masse de jeux, en fait, quand il a fait Gloomhaven. Il est vraiment très focus sur ces jeux. C'est très bien, parce que ça en fait des jeux d'exception. C'est une folie. Clairement, Gloomhaven, c'est une folie. Il y a tellement à faire avec ce jeu. Et là, avec Frosthaven derrière. Bon, quelques autres jeux qui gravitent autour. Founders of Gloomhaven, encore une fois, hein, c'est du jeu dans le même thème. C'est des jeux, par contre, c'est un jeu différent. Ça se combine pas Gloomhaven, je ne pense pas. Et après, je connais pas trop Forge War, je sais pas ce que c'est. Il y a un Return to Dark Tower, je sais pas trop ce que c'est non plus. Moi, j'entends Isaac, Chill, Drust, là. Bah. Maven, c'est forcément des bons souvenirs. C'est à la fois des petits regrets, d'ailleurs, ce fameux petit regret de la chaîne de ne pas avoir pu, de pas avoir tenu l'endurance d'aller plus loin que ma campagne en physique solo, mais c'était vraiment trop lourd. Et puis aussi un autre regret, c'est au final d'avoir entamé un nombre de campagnes incalculables avec des configurations différentes, avec des groupes de copains différents, pour au final ne jamais être allé au bout. J'ai plein de parties commencées, plein de campagnes commencées, mais j'ai aucune campagne qui a dépassé peut-être les 2 tiers, voire même peut-être pas la moitié. Ça, c'est le petit regret. Mais bon, après, c'est pas grave. C'est quand même toujours un plaisir de redémarrer une campagne. J'ai pas plus à dire. C'est un auteur, pour moi, qui, je l'entends, c'est Gloomhaven et c'est des bons souvenirs et c'est des bons moments. C'est tout ce qui compte. Le suivant, je trouve qu'il est un peu dans le même style que le précédent, que je viens d'éteindre sur l'écran. Je trouve que c'est un peu un auteur d'un seul jeu. Alors, façon de parler, hein, il n'en a pas créé un seul, mais il est vraiment connu pour un seul jeu, un qui a vraiment cartonné. Et là, on est sur Jacob Frixelius, donc Terraforming Mars, hein, c'est le papa de Terraforming Mars, qui a un peu moins de barbe sur la photo là, mais souvent on le voit avec une énorme barbe là. Il n'a pas l'air commode d'ailleurs sur la photo. Hein. Et pourtant, il sent le bon gars, c'est assez bizarre à dire. Inexplicable. J'ai pas eu la chance de le rencontrer en vrai. Donc Terraforming Mars, c'est pareil, c'est un peu comme Gloomhaven. Est-ce que c'est un jeu qu'il faut présenter pour vous qui suivez ce que je fais sur la chaîne ça fait partie des mastodontes de la chaîne. Hein. J'ai fait toute une flopée de vidéos là-dessus. Donc vous savez à quel point j'apprécie le jeu. Vous avez pu voir ces derniers temps que je commençais à, on va pas dire lui tourner le dos, mais que j'avais le sentiment de, ouais, c'est bien. À un moment donné, il faut aussi faire un petit peu autre chose. Ça fait du bien. Mais bon, c'est pas, je cracherai jamais sur ce jeu. Il est vraiment exceptionnel. Et toutes ces combinaisons de parties possibles entre le nombre de joueurs, le nombre d'extensions, le nombre de corporations aussi, ça crée une foule, une multitude de configurations qui rendent le jeu à chaque fois différent.
C'est super cool. Le jeu se prête pas mal au tournoi, donc pareil, hein, ce petit le piment qu'on a quand on va faire du tournoi. Qu'on soit bien parti dans le tournoi ou pas, c'est pas grave. On s'amuse, on rencontre des nouvelles personnes, on partage, c'est bien, c'est cool. Enfin là, on est là pour parler de l'auteur. Donc, un cerveau brillant. Et même si à côté... D'ailleurs oui, autre petit point, c'est marrant, il a... Lui aussi, il a... Avec son Terraforming Mars, il a sorti son Expédition Ares, qui est la version mini-moi de Terraforming Mars pour inciter les personnes à venir. C'est que j'ai pas beaucoup parlé des mâchoires du lion avec Isaac sur le segment précédent. Expédition Ares est à Terraforming Mars, ce que les mâchoires du lion sont à Gloomhaven. Et ce qui est marrant, c'est que pour autant, j'ai pas le sentiment qu'Expédition Ares ait reçu véritablement un accueil hyper enthousiaste du public comparé à Mâchoire du Lion qui a vraiment cartonné. Bref, bon, c'est pas de chance, hein, ou alors c'est, je sais pas comment expliquer ça. C'est pas mon job. En attendant, c'est pareil pour moi, c'est un auteur, c'est l'auteur d'un énorme carton et ben ça capitalise là-dessus. Il a bien raison. Ce qu'il fait, c'est quand même de l'or. Donc voilà. Pareil, j'entends son, je lis son nom. Ça me fait tilt, moi, c'est un auteur qui, pour moi, a une place importante dans ma vie de joueur. Le numéro 7, qui sera... Oh, si je dis ça, je vous spoil, je peux pas le dire. Je suis le roi des mystères, hein, c'est incroyable. Bruno Catala, en numéro 7. Alors Bruno Catala, je l'ai mis dans le classement pour des raisons un petit peu différentes des auteurs précédents. Il n'y a pas... Je vais pas dire qu'il y ait des jeux que... Parmi son immense liste de jeux qu'il a créés, il n'y a pas un jeu, un seul, auquel je voue une passion incroyable. Pas du tout. Mais je trouve que l'ensemble de son œuvre fait que on peut pas ne pas être vers ça. J'arrive pas à trouver le mot. Il va falloir que vous m'aidiez. J'arrive pas à le trouver. On peut pas insensible. Voilà, on peut pas être insensible. On voit son nom, ça inspire la confiance. C'est un auteur qui il est solide. On sait que ça va rouler. Alors après, est-ce qu'on va apprécier ou pas? Est-ce qu'on va trouver le jeu profond ou pas? Ça, c'est autre chose. Après, c'est pas son registre, hein, les jeux hyper profonds, c'est pas ça. Lui, il est plus dans un registre de jeu pour familial ou pour initié. On ira rarement dans l'expert. C'est pas grave. Alors, parmi ces jeux, qu'est-ce qu'on peut citer? Il y a du Seven Wonders. Enfin, là, c'est quoi? C'est Duel solo. Hein, c'est une variante. Seven Wonders Duel, il était avec Antoine Boza. Alors, il a fait beaucoup, il a fait une partie en solo, il a fait beaucoup de jeux aussi en partenariat avec d'autres auteurs. Il y a Abyss, Mission Planète Rouge, là on voit Rotten Planeten en version allemande. Bon, il y en a des caisses, hein, il y en a des caisses, on va pas tout citer, ça va être dur. En plus là, sur du dos, il y a des extensions, des machins dans tous les sens. Cyclade, Dice Town, avec Ludovic Maublanche, j'aime beaucoup Dice Town, hein, j'aime pas mal ce jeu. Dragomino pour les plus petits, Five Tribes. Five Tribes, ça fait partie des jeux qui ont aussi fait pencher la balance en faveur de l'insertion de Bruno Catala dans cette liste. Pour moi, c'est peut-être mon Bruno Catala préféré, Five Tribes. J'aime beaucoup celui-là. Et puis, plein d'autres. Il y en a plein d'autres. On va pas en citer l'efficace King Domino. Et quand je dis efficace, alors, vous voyez, je trouve que Bruno Catala, dans l'univers du jeu de société, c'est un peu le pendant de Stephen King dans la littérature. Vous voyez, c'est l'auteur prolifique. Et tout ce qu'il fait, on aime, on n'aime pas. Ok, on va peut-être parfois trouver ça un peu cheap ou pas. Mais c'est efficace, c'est facile à comprendre. Stephen King, c'est plutôt facile à lire, hein, c'est plutôt abordable. C'est efficace. Hein. Je trouve la comparaison, pour moi, elle est parfaite. C'est le Stephen King du jeu de société, Bruno. Bon, ces jeux font moins peur. Ça, on va dire que c'est la différence. C'est son jumeau. Stephen King est le jumeau maléfique de Bruno Catala, mais version littéraire. Voilà, c'est comme ça qu'on peut les représenter.
Ouais, vous voyez ces jeux, les Mr. Jack Pocket, là, Mr. Jack Okia, Oricalc, il n'y a pas longtemps. Raptor en duo, Sobek, un Sobek de joueurs, le Sobek de base, que je préfère Sobek de base, mais après, je l'ai connu quand il est sorti. Ah, c'est du bon, c'est du bon. Honnêtement, et Trek 12 plus récemment avec, c'était Corentin Lebras, je crois, celui-là, il me semble. Si je me suis planté, mea culpa au véritable auteur, mais on vit toujours le deuxième, c'est ça qui est un peu dommage. Voilà, c'est tout good. Vraiment, Bruno Catala, c'est du jeu feel good, on joue, on reprend, on se prend pas la tête, on se fait plaisir, c'est validé. C'est validé. Ah, ouais, quand je fais ça quand je valide généralement, c'est mieux. Ouais, comme ça. Alors, les amis, petite exception concernant notre numéro 6. Ce ne sera pas un, mais deux auteurs pour le numéro 6. Parce que dans mon esprit, j'ai beaucoup de difficultés à les dissocier. Pour moi, quand il y en a un, il y a l'autre avec. Et quand il y a l'autre, eh ben, il y a l'un avec. Hein, ça va ensemble. Vous allez comprendre, parce que je vous le révèle tout de suite. Il s'agit de Taccini et Luciani. Donc Taccini, c'est Daniele Taccini et Simone Luciani. Vous avez Simone Luciani, d'ailleurs, celui qui est à gauche là sur la photo. Hein. Puis Daniele Taccini, c'est celui de droite. Il la joue un peu plus. Je suis le BG à l'italienne. Eh oui, ça ne rigole pas. Un duo italien d'auteurs de jeux. Et découvert pour ma part avec l'excellente Solkin. Donc, vous savez, ce jeu assez cube en bois. Cube en bois registre euro. Donc là, on est dans le jeu expert. On va essayer de vous le trouver. Voilà, c'est ça. Le calendrier Maya. Avec les roues crantées qui tournent, qui font que les actions sur lesquelles. Les actions qu'on brigue en posant nos ouvriers vont devenir de plus en plus fortes. Jusqu'à ce qu'on retire l'ouvrier et qu'on ramasse muchos épis de maïs, notamment. Voilà. Donc, connu avec ça. Récemment, d'ailleurs, ils m'ont récompensé, déjà, je sais plus, ils ont déjà eu une récompense ou pas, je sais pas, je suis pas trop l'actualité des prix et enfin des prix, attention, c'est pas forcément des prix, des labels parfois, hein, faut faire attention, hein, c'est sérieux. Et donc, je pense à Tiletum en disant ça, je pensais que ça se prononçait Tiletum, parce que Tiletum, ça fait penser à Tiny Toons, à Tiny Toons. Enfin, et donc, ouais, récemment, donc il fait encore des choses. J'aimerais bien essayer celui-là, le Tiletum, pour voir. C'est 4. Teotihuacan, sinon, Tekenu, les 3T, quoi. Les 3T, alors c'était un ancien groupe des années 90, les 3T, vous savez, je crois que c'était pas les neveux et les nièces. Non, c'était pas les trois neveux de Michael Jackson, les 3T, un truc du genre. Enfin bon. Pourquoi je vous parle de trucs comme ça n'a aucun rapport. Moi si je vois 3T, Teotihuacan, Solkin, Tekenu, ça fait penser à 3T. Bon, c'est pas la même chose. Et c'est un peu plus intéressant quand même ça. Et Marco Polo aussi. L'ancien Marco Polo, mais qui est toujours efficace. Donc que des jeux qui cartonnent, mais là on est vraiment dans de l'euro expert où ça fume un peu quand on finit la partie, voire parfois ça fume un petit peu avant de commencer la partie, puisqu'on vient de se manger une bonne demi-heure de règles. Et donc c'est peut-être parce qu'ils ont des noms d'auteurs qui sentent le soleil de la Toscane. Enfin, j'espère qu'ils sont de la Toscane, sinon je me tape la honte. Ça tombe, rien à voir. Parce que je vois Taccini, ça ressemble à Toscane dans l'écriture. Mais non, ça donne, c'est des noms qui donnent envie. Même si encore une fois, je suis plutôt en train de m'éloigner de ce style de jeu et de partir plutôt sur la figurine. Spoiler alert, ça peut-être d'ailleurs un peu, un peu, comment dire ça, bousculer le haut du classement. On continue, on avance. Hein. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Hein, c'est juste des jeux qui m'ont marqué. Donc les auteurs m'ont marqué. Et comme les auteurs ont des noms assez sympas, et ben ça marque davantage. Argumentation pourrie. Suivant. Et concernant le suivant, donc le numéro 5, parce que nous venons de quitter les numéros 6, nous allons parler de quelqu'un qui n'aurait certainement pas figuré dans ce top 10 auteurs il y a même encore quelques semaines. Ouais, sans exagérer, c'est vrai. Il est déjà 5. Alors simplement parce que j'avais déjà joué à un de ces jeux avant, mais sans forcément tilter à propos de son nom. Maintenant que j'ai mieux son nom en tête, là c'est plus possible. Il doit être dans mon top 10. Paul Denen. Paul Denen, c'est qui? Paul Denen, eh ben, apparaît un joueur expérimenté de croquignol. D'ailleurs,
La dédicace à Ben de BC des Jeux, Castelnaudary, hein, boutique partenaire. Vous pouvez aller cliquer en descriptif, vous avez le lien. Voilà, ça régale la chaîne et le Ben, et vous aussi, parce qu'il y a que des bons jeux là-bas. Donc, à part d'être un amateur de croquignol, Paul Dennen, c'est le créateur de Clank. Clank Le Clank. Le Clank, jeu de deck building. On va aller chasser des trésors dans un donjon et espérer en sortir indemne, parce que le dragon, il veut pas qu'on sorte du donjon en ayant piqué des trésors à son nez et à sa barbe. Bah non. Et parfois, les dragons ont une barbe. Mais pas que. Pas que. C'est aussi l'auteur de Dune Imperium. Voilà. C'est pour ça. Donc ça fait quelques semaines que Dune Imperium est arrivé à la maison. Et un bon succès. Un bon succès. Une arrivée tonitruante par ici. Et donc là, on se dit, bah, ok, Paul Dennen, respect. Maintenant, c'est un auteur pour moi avec qui il faut compter. Et quand il ressortira d'autres jeux, eh ben, j'aurai une oreille qui fera attentive et un œil attentif qui scrutera un petit peu ce qu'il a proposé pour voir si c'est intéressant de s'y aventurer ou pas. Mais ce sera force. Je pense que ça sera très probablement intéressant. Ce que j'apprécie, et ça fait écho à ce que je disais, je crois que c'était par rapport à Uwe Rosenberg tout à l'heure quand je parlais de ces jeux où les mécaniques étaient assez voisines. Et je disais, bah, j'en reparlerai un petit peu plus loin. Je crois que j'ai dû dire un truc comme ça. Je sais plus, comme j'ai dû faire 2 prises de cette vidéo, ça tombe, je l'ai dit, mais pas sur la deuxième prise. Donc, je dis n'importe quoi là. En attendant, ce qui est rigolo, c'est que ces 2 jeux majeurs, je vais considérer que toute la famille de Clank est une même franchise, ou en tout cas repose sur la même mécanique, bien sûr, parce que Clank in Space ou Clank de base, c'est la même mécanique. C'est le même jeu, si ce n'est que on a 2 déclinaisons différentes du jeu, du modèle de base. Et je parle pas des extensions qui sont sorties derrière, mais quand on prend le modèle Clank et le modèle d'une Imperium, quand même pas mal de choses. Dans la façon dont les cartes sont jouées, ça se ressemble beaucoup. Après, bien sûr, sur Dune, heureusement, c'est pas le même jeu, sinon il n'y a aucun intérêt à faire un jeu différent. Là, les cartes sont utilisées de manière différente. Néanmoins, la façon de les lire, la façon de les jouer, c'est. Il y a vraiment une inspiration. On sent il a pris sa base de Clank, et il s'est dit, bon, ok, j'ai un système qui est pas mal foutu, qui plaît bien, il y a quelque chose à en faire, j'aimerais y mettre un système de confrontation maintenant avec des armées, mettre une histoire de timing un petit peu différent avec les tours de jeu. Ok, poste d'ouvrier, j'ai envie de mettre la poste d'ouvrier. Il a réussi à faire de son clan qu'un jeu de poste d'ouvrier et d'affrontement un petit peu différent. Et voilà, est arrivé Dune. Le thème qui colle très bien, tout va bien. Parfait. Donc ouais, le Paul, respect. Je pense que sa création d'une Imperium, c'est une vraie prouesse, hein, en partant de Clank. C'est une belle petite prouesse, et donc voilà. Emballé, s'il refait des choses. Je suis curieux de voir, alors, je suis curieux de voir s'il refait quelque chose. Est-ce que ça sera encore une histoire de calque très modifié de Clank, comme c'était le cas pour Dune Imperium, ou si il part sur quelque chose de tout frais, et avec d'autres idées et d'autres mécaniques. Curieux de voir. Maintenant, Paul Dennen, pour moi, c'est validé en numéro 5, et mon argumentation, cette fois-ci, a été un petit peu meilleure, un peu plus solide. Vous l'avez senti, là, elle était solide, celle-là. Hein. Mon number 4, le numéro 4, et qui arrive au pied du podium. À mon avis, ça n'empêche pas tellement de dormir. Bon, je pense qu'il tombera jamais sur la vidéo, et puis il s'embêtera jamais à écouter un Frenchy balancer son truc, surtout avec son peignoir. Encore que, vu son style sur la photo, c'est peut-être un pote. C'est peut-être un sosie caché. Nous avons évoqué David Turchi. Désolé pour la prononciation, c'est pareil, hein, je suis pas un grand prononciateur des noms. Alors c'est tchèque, je crois. J'ai un doute, mais il me semble qu'il est tchèque. Est-ce qu'il est avec ou sans provision, ça c'est un autre problème. En attendant, je trouve que sa photo, elle a de la gueule. Et les chaussettes, impec. Hein. Je mets 20 sur 20 là-dessus. Je suis même très jaloux. Bon, David Turchi, pourquoi, comment, où, avec qui, etc. Anachronie. Je l'ai découvert avec Anachronie. Jeu qui est d'ailleurs hein, dans mon top 50 All Time of the World, qui est plutôt bien classé, hein, sans vouloir spoil pour ceux qui n'ont pas regardé, qui aimeraient voir.
C'est plutôt bien placé, ouais, bien classé. Il n'a pas fait que ça. Je vous laisse défiler les noms. Il y a Imperium Classics Legends, là, ça c'est pas forcément bien accueilli de tout le monde, mais Tekkenu, il a participé à Tekkenu. Alors, c'était à quel titre? C'était pas à titre du mode solo? C'est vrai que des fois, il est sollicité pour faire les modes solo. Bon, c'est du lourd, hein. Ouais, Tailetum, hein, c'est vrai qu'il est impliqué dans Tailetum aussi. Tiletum, pardon, Tiletum. Que dis-je? Ah, je suis pas certain qu'il y ait toute la liste ici. Je vois, il y a Bitoku, Dice Settlers. Je me demande s'il n'y avait pas ce jeu-là aussi, avec Cerebria. C'est pas Torchi, ça, Cerebria? Non, c'est peut-être la même maison d'édition, mais c'est peut-être pas le même auteur. Bon, j'ai des doutes. En attendant, moi, rien que pour Anachronie et le fait qu'il ait fait la version solo de Teotihuacan, rien que ça, en fait, moi, ça m'emballe. C'est un nom qui, tout de suite, m'évoque du jeu bien costaud, mais pas du jeu costaud chiant. Du jeu costaud où t'as de quoi t'éclater. Et rien que ça, bon, c'est validé. Et j'ai absolument aucun autre argument. Je... Oh, là, c'est le nom qui, paf, qui te matraque. Ça te matraque la gueule, ok, t'aimes bien, c'est bon. Voilà. Next. Pour autant, j'attendrai pas ces prochains jeux autant que les noms que je vais vous citer après. Ouais, j'ai pas plus à dire, donc on passe déjà à la suite. Le podium maintenant est en troisième place, donc la médaille de bronze. Il nous vient de la francophonie et il nous vient du plat pays. C'est notre ami Xavier Georges. Pour quelle raison? Bah, Carson City, bah oui, c'est l'auteur de Carson City. Un jeu qui me ravit tout particulièrement. J'ai réussi d'ailleurs à refaire une partie il n'y a pas longtemps, vendredi dernier, donc avant-hier. J'étais content pour sortir Carson City, c'est cool. Ça fait toujours du bien. Alors là, c'est vraiment, c'est purement l'affect pur et dur de Carson City. J'adore tellement ce jeu que j'adore son auteur. Et c'est là où c'est marrant, c'est que paradoxalement, j'ai pas essayé. Si, j'allais dire une bêtise, j'ai failli dire une bêtise. J'ai failli dire que j'avais pas essayé le moindre de ces autres jeux, mais c'est faux. Parce que j'ai essayé Carnegie cette année. Enfin, cette année, l'année passée, parce qu'on est déjà en 2023 maintenant. Donc, en fin d'année passée, même vers l'été, si j'ai pu essayer Carnegie. Un jeu qui est très bon d'ailleurs, j'ai trouvé vraiment bon. Alors le seul couac, c'est que je suis plus très attiré par les jeux euro. Donc c'était pas le grand épanouissement. Mais, mais il était bon. Vraiment, c'est dommage parce que c'est le genre de jeu. Si je l'avais, s'il était sorti il y a 2 ans, 3 ans, je l'aurais dévoré, je l'aurais mangé dans tous les sens et j'aurais sorti accompagné de n'importe quelle sauce. Ça aurait été un régal. Mais là, non. Par contre, Carson City, il n'y a rien à faire. Je suis toujours à la recherche d'un Carson City Big Box d'occasion, parce qu'on peut pas le trouver neuf. Ou si, ou alors à un prix exorbitant. Et bon, bref. Si jamais vous avez un Carson City Big Box et que vous souhaitez me le vendre 5 euros, je vous le prends direct. Je suis même bon prince, je vous en offre le double. Quel grand seigneur. Donc avec Xavier Georges. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que ces jeux, j'aimerais bien les essayer. Autant 3, je suis pas un. Ce jeu m'a toujours bloqué pour son graphisme. Pourtant, on m'a souvent dit qu'il était très bon. Et c'est pareil pour ma tournée, c'est à peu près le même délire, c'est à peu près le même genre de graphisme, mais je suis pas fan non plus. Pareil, il paraît qu'il est très bon. Gingopolis, là, je l'ai pas essayé, et on m'a aussi vanté ses charmes. À tester. Et Carson City. Carson City, les gars, Carson City. Voilà, c'est juste pour ça. Allez, suivant. Et maintenant le numéro 2, le finaliste. Une petite rasade avant d'attaquer le malheureux finaliste. Pas malheureux, mais quand même, hein. Deuxième, c'est bien dans mon classement. Alors, je vous le fais deviner. Je vous le fais deviner. Il est pas francophone. Enfin, en langue naturelle, en tout cas. Il est pas francophone. Il est pas anglophone non plus
en langue native, là, naturelle. En langue maternelle, naturelle, n'importe quoi, en langue maternelle. Et, et puis, il est à la fois sorcier et chevalier. Ça vous dit ça, sorcier et chevalier en même temps? On y va? 3, 2, 1, boum! Vlad va-t-il. Alors pourquoi je disais sorcier et chevalier? Parce que sorcier mage et chevalier knight. Un mage knight. L'auteur de Mage Knight, pour ne citer que celui-là, mais de toute façon on va en voir d'autres. L'auteur aussi de toute la série des Codenames. Le Codenames de base, le duo, le Codenames Image, il y a eu les déclinaisons Disney. Alors, je viens de me rendre compte à l'instant seulement qu'il y avait un Codenames Marvel, mais qui remonte à 2017 d'ailleurs, donc il n'est pas absolument pas récent. Je ne savais même pas qu'il y a un Marvel. Après, mon intérêt pour Marvel frise le zéro absolu. Donc non, et un Codenames Québec aussi. Ça par contre, ouais, ça je l'avais déjà vu. Alors pas que, il est aussi auteur des Dungeon Lords, son petit frère Dungeon Pets, et bon ça on part du jeu un peu plus ancien, comme au même titre que Mage Knight, qui est quand même pas si récent que ça. Mage Knight, sans de rien, il est pas loin de sa 10e année, hein. Il doit avoir... il a, non, même plus, parce que Mage Knight, c'est 2011, le tout premier. Enfin, il a plus de 10 ans quand même, c'est respect. Et on en parle encore, et c'est encore une référence. Et les fameux Through the Ages. Ouais, donc ça, c'est des jeux quand même qui en imposent. Alors quelques autres, mais peut-être un peu moins sur le devant de la scène. Galaxy Trucker aussi, qui fait partie des jeux, qui sont parfois cités, qui sont assez différents dans ces... La plupart de ces jeux ont quand même des mécaniques qui les rendent assez singuliers, et ça, ça c'est fort. On va remettre du côté Mage Knight, c'est plus parlant. Space Alert aussi, c'est pareil, hein, un jeu un peu spécial dans son style. Moi, quand j'entends Vlad Vatil, alors c'est marrant parce que quand j'entends son nom, j'ai l'impression d'un auteur qui a créé plein d'énormes succès. Et en réalité, il n'en a pas créé tant que ça. Mais ils sont tellement successful qu'ils donnent cette impression d'en avoir fait des tonnes de bons. C'est assez dingue. Et puis quand on voit la qualité des œuvres, sur des registres bien différents, parce que on va mettre un Codenames justement là à côté d'un Mage Knight, hein, c'est deux salles, deux ambiances hein, quand même. On est vraiment dans de la variété à l'extrême. Donc chapeau. On a vu juste avant, enfin pas juste avant, mais parmi les auteurs, je reprends l'exemple de Uwe Rosenberg, qui, bon, lui aussi, il a fait quand même de la variété, mais il a son fonds de commerce, ces fameux jeux de postes d'ouvriers, avec même un peu les mécaniques qui se ressemblent beaucoup, et il y va, quoi. Il étire le procédé tant qu'il peut. Là, on voit que c'est des styles différents. Que ça soit Mage Knight, que ça soit Floody Edges, que ça soit Codenames, que ça soit Galaxy Trucker, rien à voir. Hein. On est vraiment sur des registres complètement différents. Donc c'est fort. J'ai failli le mettre en 1. Je vous avoue que j'ai failli le mettre en 1. Mais je pouvais pas. Parce que le 1, pour moi, il s'est imposé dans ma perception des auteurs comme étant le numéro 1 qui peut pas être détrôné. Non, il peut pas être... J'ai envie de faire un jeu de mots là pour l'amener, pour faire la transition parfaite. Il peut pas être détrôné, non, parce qu'il est sur son trône. Je vous le présente, vous allez voir. Sur son trône de fer, bien entendu, bah oui, sur son trône de fer. Eric Lang. Eric Lang. Eric Lang, pour moi, c'est le must des auteurs. Il fait beaucoup de trucs qui me font vibrer. Alors, un peu comme pas mal d'auteurs, il a commencé par des trucs assez légers quand même. Il s'est fait les dents sur des jeux assez légers. On voit par exemple là, dans sa liste, il y a des Fantasy SA. Alors, c'est des jeux à 2 cartes assez simples. Un peu à la con, faut l'avouer. Mais bon, ça marche. Et derrière même les World of Warcraft jeux de plateau qui ont de l'âge. Hein. Je me souviens y avoir déjà joué à celui-là. Avec un pote, hein, c'est 2005-2006, on y avait joué. C'était un peu à l'époque où je découvrais les jeux, les jeux de plateau plus profonds, donc vers 2000, entre 2008 et 2010. Et vraiment des jeux sympas. Et puis il y a eu la claque Blood Rage qu'on voit ici. Blood Rage, c'est ce jeu qui m'a fait retenir son nom, tout de suite. Là, j'ai joué à ça, j'ai fait ah, ok, attends, l'auteur, Eric Lang, ah d'accord, ok, Eric Lang. Bon. Est-ce qu'on va le recroiser plus tard? Eh ben oui, nous l'avons recroisé plus tard.
avec notamment, alors, il y a eu une petite pige, le parrain, il est où? Je le vois pas. The Godfather, là, vous savez, le parrain, la famille Don Corleone. Voilà, c'est ce jeu-là, qui était pas mal. Euh, Pas incroyable, mais qui était pas mal dans le style quand même, qui était sympa, qui véhiculait une bonne ambiance. Rising Sun, j'ai jamais pu le tester. On a testé notamment, il était là, l'Empire, ouais, le parrain, l'Empire de Corleone. Il y a eu, il y a eu du test avec Ankh. Alors Ankh, j'ai pas accroché par contre. Alors, faut quand même reconnaître, j'ai pas accroché les masses. Il y a un truc que j'ai pas, une subtilité que j'ai pas, ouais, c'est pas passé. Toulouse Death May Die, on a vu sur la chaîne, hein, un jeu plutôt apprécié par ici. Donc ça, et surtout, le trône de fer. Voilà pourquoi je parlais du trône. Il était sur son trône, tranquille, on ne pouvait pas le détrôner. Le trône de fer à Zoya, un jeu encore là, hein, vous voyez, j'ai des figurines, là, j'ai mon petit atelier de peinture juste devant moi, j'ai des figurines du trône de fer dans les mains, à portée de main. On va pas dire que je sois perpétuellement dessus, c'est pas vrai, parce que je fais un petit peu d'autres choses à côté. Et trône de fer, important pour moi, trône de fer, j'adore ce jeu. Alors la dominante dans ces jeux, c'est la figurine. On sent qu'il adore la figurine. Et il a la chance d'être entouré on va dire, de sculpteurs vraiment honorables. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'il propose des jeux où la figurine a une place. On va pas dire qu'elle a une place indispensable, parce que la plupart de ces jeux, alors le trône de fer exclu, parce que là on arrive dans le vrai jeu de figurine, mais j'y viendrai après. Ces autres jeux, c'est comme du jeu de plateau, sur lesquels pourraient très bien figurer des standees par exemple. Pas forcément des figurines. Bon, même des pions en carton, des choses moches, ça pourrait faire le job. On n'a pas besoin de figurines. Mais non, il faut de la figurine. Et ça rend, ça a de la gueule, quoi. Ça rend ces jeux vraiment super beaux. Et j'en reviens à Blood Rage. Blood Rage, le plateau est quand même assez dégueulasse. Faut dire ce qui est. Le plateau de Blood Rage, il est moche. Mais les figurines ont de la gueule, donc ça passe. Donc ça rend le jeu bien plus sympa. D'ailleurs, rien que d'en parler, j'ai envie d'en faire une partie tout de suite. Donc voilà, de la belle figurine, il a des bons sculpteurs avec lui. Alors je sais pas trop comment ça marche, comment le processus de développement de ces jeux se fait. Est-ce que c'est lui qui dit, écoutez, moi mes desiderata, il me faut des bons sculpteurs, il me faut de la figurine, il faut que ça ait de la gueule. Je sais pas comment ça marche, je sais pas. On sait rien, puis c'est pas grave. Parce que l'important c'est que le résultat soit bon. Et moi ça me convient très bien ce qu'il fait, c'est génial. On sent qu'il est amoureux de la figurine depuis toujours. Ah pareil, Chaos dans le Vieux Monde. Alors j'ai pas joué, parce que Chaos dans le Vieux Monde, il y a un mythe autour de ce jeu. Faut savoir que quand je jouais à Warhammer, moi, le Chaos, j'aimais pas le Chaos. Donc là, quand ils ont sorti le Chaos dans le Vieux Monde, on était obligé de jouer un des 4 dieux majeurs du Chaos. Je suis désolé, j'aime pas le Chaos, donc je peux pas jouer à ce jeu, parce que je peux pas incarner le Chaos. Donc j'ai jamais joué, et je suis passé à côté de quelque chose de bien, j'en suis sûr, parce que les potes s'amusaient sur ce jeu. Mais je pouvais pas jouer le Chaos. Donc je me suis interdit d'y jouer. C'est con. Ouais, ça c'est Eric Lang aussi. Un jeu qui a ouais, déjà 13 ans sans bord de rien. Donc ouais, pour moi, la plupart de ces jeux sont vraiment très bons. Et la présence de figurines y contribue énormément. Et j'en reviens sur donc sur le trône de fer. J'en reviens là-dessus. Et pour moi, ça c'est... Déjà, j'en avais la quasi-certitude que c'était un grand amateur de figurines. Et qu'il ait sorti ça. Bon, il n'a pas sorti tout seul. Hein, il a coécrit avec... ah mince. C'était Rob Daviau qui l'avait écrit. Je me demande si c'est pas le même auteur avec qui il avait coécrit Toulouse Death May Die, parce qu'il n'a pas fait tout seul Toulouse Death May Die. Je sais pas si c'est Rob Daviau, si c'est quelqu'un d'autre. J'ai un doute. J'ai surtout retenu Eric Lang. Bon. J'avais déjà des certitudes quant à son amour des figurines pour les jeux, mais alors le trône de fer, c'est tout. C'était la... Ah, c'était la... Plus que la certitude absolue. Ok, il adore les figues, ça se sent. Il a réussi à pondre un jeu comme ça. C'est pas évident de créer un jeu de figurines, surtout un jeu d'armées qui s'affrontent, même si là on est sur des armées composées de 4-5 unités, c'est pas non plus, c'est pas Warhammer, il n'y a pas des armées pléthoriques à faire manœuvrer. Et pour autant,
c'est assez tactique. Et on sent bien à la fois l'amateur de figurines et en même temps l'auteur de jeux de société, parce que dans son wargame, là, dans son jeu de figurines, où il n'y a pas de cases, où tout se mesure à la réglette, c'est pas, on sort vraiment des carcans de jeux de société, et ben il y a quand même réussi à intégrer des mécanismes de jeux de société qui rendent pour autant le jeu de figurines intéressant. Et ce côté plateau extérieur, avec des personnages qui ne prennent pas part au combat, mais qui ajoutent des bonus, ou qui créent des mini-événements, enfin, qui perturbent la partie pour l'adversaire, c'est vraiment bien trouvé, c'est bien foutu. Alors, j'ai pas une connaissance, j'ai pas l'omniscience des jeux de figurines. Peut-être que ce genre de mécanique existait déjà avant dans un autre jeu. Il y a peut-être déjà des choses comme ça ailleurs. En tout cas, c'est avec ce jeu-là que j'ai découvert ça. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Le fait de pouvoir impacter le jeu avec un tableau extérieur qui fait vraiment penser à des jeux de société, avec des mécaniques de jeux de société, où tu as le plateau principal, et puis tu as un plateau, on va dire, secondaire, avec des événements qui interfèrent. Non, c'est vraiment, je suis son œuvre de manière globale. Pour moi, bah, c'est une triplette de jeux, c'est Blood Rage, c'est Cthulhu Death Mayday, et c'est Azoyaf, donc le Trône de Fer, Song of Ice and Fire. Pour moi, c'est vraiment trois jeux qui font que il est top 1. Et même en mettant que Blood Rage, et même en mettant que le Trône de Fer. Hein. Cthulhu Death Mayday, je le trouve très bon, mais pour moi, il est encore... Niveau intérêt, il est un petit peu en dessous des deux autres que je viens de citer. Il mérite sa place de 1. C'est vraiment un auteur qui sait toucher ma corde sensible de figuriniste. Je regarde ces autres jeux. Alors c'est marrant parce qu'il a fait du JCE, il a créé un Star Wars JCE, qui par contre lui n'a pas... Je pense pas qu'il ait été considéré comme exceptionnel ce jeu. Mais après, c'est pas grave, hein, on peut tenter des choses, se faire plaisir, et puis un petit peu foirer son truc et se rendre compte que, ok, c'était peut-être pas mon... C'est pas mon truc, mais j'ai essayé, je me suis fait plaisir, et bien sur la figurine. Il a aussi fait Victorian Masterminds. Alors là, par contre, je suis en train de l'apprendre. Je n'avais même pas capté que c'était lui qui l'avait fait. Et c'est marrant parce que c'est un jeu qui m'attire par son thème, un peu moins par ses notations. Il n'est pas, enfin, quand on le voit souvent en sol, des choses comme ça, c'est pas généralement pas. Il y a de fortes chances que ça soit pas bon signe. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est juste une question de stock et de mauvaise communication, un truc comme ça. Mais bon. Donc le Saint Eklang, numéro 1. Et ben nous, messieurs, dames, alors c'était marrant à faire, je vais quand même retirer le cartouche pour finir en beauté. C'est amusant de faire ce top parce que on se rend quand même compte de certaines choses auxquelles j'avais pas forcément fait attention. Déjà de une, les auteurs, bah, déjà il n'y a pas eu d'auteur, il n'y a pas eu de femmes. De femmes. Alors, je sais même plus comment dire. Honnêtement, avec ces histoires d'inclusivité, autrice, auteur, on sait plus trop quel terme utiliser. On va dire auteur-femme. Il y a pas de femme dans mon top 10. C'est dommage, et puis quelque part, c'est quand même un petit peu révélateur, et ça souligne notre monde, hein, tout simplement. C'est comme ça. Il y en a de plus en plus, mais il y en a quand même assez peu. Et, euh, et aussi, surtout, il n'y a pas beaucoup de francophones dans mon top. Et pourtant, les auteurs français sont bons. C'est ça qui est assez marrant. J'ai hésité honnêtement à intégrer bah, Ludovic Maublanc, Antoine Bozat, c'est ces deux auteurs dont j'apprécie pas mal l'aura. Alors, hélas, il y en avait 10 qui étaient dont j'apprécie un peu plus l'aura, qui étaient dans ce top. Et j'aurais pu les mettre. Et ça aurait été assez bizarre parce que quand je me suis attardé sur leur liste de jeux créés, j'ai pas. Forcément, il y a plein de jeux qui parlent, qu'on connaît au moins de nom. Et pour autant, sur la liste, je dis, ah ouais, ok, d'accord. C'est bizarre, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait plus de jeux qui m'éclatent davantage. Et en fait, non, pas trop que ça. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, du coup, je les mets pas dedans. C'est pareil, hein, Bruno Feduti, il aurait pu être dedans aussi. Il y a quand même quelques titres qui me plaisent bien et il aurait pu figurer dedans. Mais il n'y avait pas de place pour tout le monde.
Et donc, faut croire que j'ai plus un registre d'auteurs anglo-saxons, un peu tchèque sur les bords, et un tout petit peu francophone quand même. Et que dire d'autre? Bon, moi, je pense que j'ai fait le bilan. Alors, et vous? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous font particulièrement vibrer? Est-ce qu'il y a des grands absents dans mon top d'ailleurs? J'ai pas pensé. Outre les 3 noms que je vous ai cités là, à côté francophonie, quel nom Ah, si, on peut faire une petite mention. Bah oui, parce que dans mes notes, j'avais quand même des noms que j'hésitais à citer. Alors, il y en a un que j'ai pas fait pour une raison assez simple. Je finirai par lui. Avant, j'hésitais à citer Alex Rousseau. Donc, Alexandre Rousseau, vous savez, l'auteur de l'Ordre de Veyel, les deux d'ailleurs, parce qu'il y en a deux, un tome 1, tome 2, ou saison 1, saison 2, je sais plus comment il les a baptisés. Et puis L'eau de la bouteille, c'était que ça. Il y en avait un autre, j'ai complètement oublié le nom de son autre jeu, qui est un jeu assez apéritif, il me semble. Mais j'ai complètement zappé celui-là. J'avais reçu sur Twitch, là, on avait fait une petite émission, là, à Radio Saloon, 2 fois d'ailleurs. Et c'était super plaisant, j'adore son état d'esprit. Et rien que pour ça, je voulais le citer. Hélas, comme j'avais déjà mes 10 noms avant dans ma liste, et que je n'ai pas eu vraiment l'occasion d'essayer ces ordres de VL qui pour moi sont vraiment, c'est vraiment les gros jeux pour lesquels il est connu. Je trouvais ça moins légitime de le mettre dedans, même si j'aurais adoré. Et j'hésitais aussi à mettre Grégory. Enfin, je dis Grégory comme si c'est notre pote Grégory Private vous savez, le jeu d'enquête là dont j'ai mis une vidéo ou deux. D'ailleurs, j'avais mis un retour sur le jeu, je crois. Oui, si, j'avais mis un retour sur le jeu. Sur le. Ah, je suis en train de perdre le nom. Bureau of Investigation. Voilà, c'est ça, BOI. Bureau of Investigation, le jeu où on enquête sur des mystères, dans un univers Lovecraft, etc. Donc, un peu dans la continuité des Sherlock Holmes Détective Conseil, édité par Space Cowboys. Et alors là, autant je suis pas forcément le client de ce genre de jeu, et encore moins du sien. C'était pas trop mon. J'ai pas brillé en y jouant, j'ai ressenti. Donc forcément, je suis pas client de ce genre de jeu. Mais pour autant, je vais trouver quand même certaines qualités. Et en plus, pareil, je l'avais accueilli sur Twitch aussi lors d'un live, on avait échangé, et il est génial, quoi. Enfin, vraiment, j'adore le personnage qui se cache derrière l'auteur. C'est le même, hein, je dis qu'il se cache derrière, mais c'est la même personne. Derrière le pseudo. Qui est pas un pseudo d'ailleurs, qui est son vrai nom. Et j'adore ça. J'ai vraiment trouvé le personnage charmant. On s'était éclaté. Vraiment, ça avait duré, notre entretien à distance comme ça avait duré un bon 3h30, je crois, de mémoire. Et 3h30, on a arrêté parce qu'il fallait arrêter à un moment donné, mais on aurait pu faire plus. Ça, c'était cool. Puis c'est aussi un genre de figurine. Je pense qu'il y a aussi une connexion qui se fait naturellement. Ça, on va dire, ils auraient pu. Je les mentionne, mention honorable. Et puis, j'ai pensé à Vianney aussi, d'entre-joueurs. Vianney, mais Vianney d'entre-joueurs, vous savez, la chaîne d'entre-joueurs, là, Vianney et Caro. Euh, Vianney, hein, pourquoi mais il a pas fait de jeu, Vianney? Bah si, en fait, il est en train de créer des jeux. Enfin, il crée ses prototypes, et il fait ses trucs, il a des idées, il les couche sur papier, puis plus que sur papier d'ailleurs, il fait des trucs. Et quand je l'avais rencontré, donc lui et la petite Caro à un salon dans le Nord, là, il était qu'un prototype. Première fois qu'il sortait qu'un prototype de jeu. J'ai pu le tester, j'ai même pu y jouer 4 fois, c'était plutôt cool. Un jeu relativement rapide à jouer. Ben, j'ai trouvé ça sympa. Et hélas, je ne pouvais pas le mentionner. Son jeu n'est pas sorti. Je voulais le mettre dans mon top pour l'encourager. Mais bon, ça faisait un petit peu exagéré. Le mec a juste sorti un proto en salon. Ça y est, top 10 auteur de jeu, tout va bien, of the world. Bon, je trouvais ça un petit peu exagéré. Donc je l'ai pas fait. Et en plus, je me serais pas permis de parler davantage de son jeu, étant donné que c'est un proto. Je préfère laisser le certain mystère sur son jeu. Je vais pas commencer à balancer ce qu'il faut faire dans son jeu, les idées, les mécaniques, sinon on sait jamais, il pourrait y avoir quelques personnes mal intentionnées. Je pense pas, mais sait-on jamais. Donc respect total pour le Vianney. On n'en dit pas plus. Et quels grands autres absents? Non, j'en vois pas d'autres. Je pense pas qu'il y ait de nom d'auteur à côté desquels je serais totalement passé.
J'aurais pu ajouter la touche féminine de... C'était Elizabeth Hargraves, je crois, pour Wingspan. Mais comme c'est tout neuf pour moi, c'est tout récent pour moi Wingspan, et que j'ai pas non plus... pareil, le jeu est vraiment sympa, mais ça reste le style de jeu qui m'intéresse moins. Je trouvais ça dommage de la mettre juste pour dire, bah ok, allez, on va caser une femme, c'est bien. Non, je préférais rester complètement honnête dans mon top 10 et mettre les 10 noms qui me branchaient véritablement sans aller plus loin. Sans chercher à faire de la, je sais pas, une politique inutile ou quelque chose de bidon. Non, ici, on est authentique. Donc, le top est ce qu'il est, mais c'est vraiment mon top. Là, cette fois-ci, j'ai vraiment fait le tour de la question. Et si j'ai oublié un auteur, je me suis planté. Tant pis pour moi. Oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que autant Eric Lang, il présente dans son offre de jeu, là, il y a un pur jeu de figurines. Dans mon top, j'ai pas du tout réfléchi figurines. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait un top de jeux de société, d'auteurs de jeux de société. J'aurais pu par exemple mettre Jonathan, comment il s'appelle? Hawthorne, quelque chose comme ça. L'auteur de Dracula les Américains, j'aurais pu le mettre par exemple. Mais non, parce que pour moi, c'est pas un jeu de société, donc je l'ai pas mis. Si j'avais ouvert vraiment top 10 auteurs de jeux tout court, incluant les jeux de figurines, le top aurait été un peu différent. c'est clair. Il y aurait eu d'autres auteurs qui se seraient invités à la fête. Et là, je suis vraiment resté dans un top jeu de société. Voilà. De toute façon, vous l'avez vu au fur et à mesure que je vous balançais les noms. J'en ai fini pour de bon cette fois. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et à très vite. Allez, salut!